Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Bienvenue donc dans ce nouveau contenu du guide qui fait partie de la grande thématique dédiée à l'alimentation méditerranéenne. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à une problématique qui concerne malheureusement un grand nombre de personnes qui ont une alimentation plus ou moins standard, mais aussi les personnes qui pratiquent des diètes plus ou moins saines, à savoir la déficience en apport de protéines. Et cette problématique touche toutes les typologies d'individus, que ce soit les sportifs ou les sédentaires. En effet, on avait vu dans le podcast précédent les différents cas possibles d'excès de protéines, et on avait conclu qu'il était relativement difficile d'atteindre des apports tellement élevés de protéines qu'ils en deviendraient toxiques, à savoir plus de 2,5 ou 3 ou 4 grammes par kilo de poids de corps. Et donc c'était tellement improbable d'atteindre des apports élevés en protéines, à moins d'avoir une alimentation qui soit désordonnée, irrationnelle et basée sur la consommation exclusive et en grande quantité de viande maigre et de protéines en poudre en excès. A l'inverse, la plupart des gens ont plutôt une consommation modérée en protéines, si ce n'est insuffisante, même pour des personnes sédentaires qui ne pratiquent pas de sport en particulier. Or, nous savons désormais grâce aux nombreux enseignements de ce guide que les protéines sont essentielles au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'elles sont indispensables à la vie de l'être humain. En effet, elles sont les briques de l'organisme. Elles permettent donc de fabriquer les os, les cheveux, les ongles, la peau, mais aussi les organes, les hormones, les enzymes, les anticorps. En bref, tous les tissus et tout ce qui fait fonctionner l'organisme. D'ailleurs, outre les fonctions vitales et organiques auxquelles elles participent, les protéines permettent de façon plus superficielle, dans tous les sens du terme, de bénéficier d'une meilleure qualité de la peau, de cheveux moins cassants, d'un plus beau teint et d'une meilleure vitalité sur le plan de l'image renvoyée. Si effectivement ça peut paraître quelque peu superflu, donc superficiel, il faut savoir que la qualité des tissus, à savoir la peau, les cheveux, les yeux, les lèvres, les ongles, sont aussi le reflet d'une santé retrouvée. Or, la plupart des personnes qui souhaitent améliorer la qualité de leur peau et qui travaillent de manière générale sur leur physique en oublient presque l'apport en protéines, qui est pourtant central dans l'amélioration de leur aspect extérieur et de leur enveloppe physique, en d'autres termes de leur esthétique et de l'énergie qu'elles transmettent, en plus donc des fonctions organiques, de l'amélioration de la qualité des articulations et du maintien des muscles. Pour rappel, le mot protéine tire son origine d'un mot grec, protéion, qui signifie ce qui vient en premier. Ce n'est donc pas pour rien que l'on considère dans ce guide que l'aliment protéique, qui s'accompagne très souvent d'une part de graisse soit par nature, soit par ajout de matière grasse dans la cuisson, eh bien l'aliment protéique constitue l'aliment principal de l'assiette, avant toute autre chose. En plus de leur importance pour la santé, les protéines ont l'avantage d'apporter un sentiment de satiété qui sera bénéfique dans la perte de poids, puisque la satiété induit une diminution des envies de grignotage d'aliments non essentiels de façon quotidienne. Par conséquent, en ce qui concerne l'apport en protéines, il vaut parfois mieux viser des fourchettes un peu plus élevées que des fourchettes basses. En pratique, cela peut se traduire, comme nous l'avions vu dans les podcasts précédents, par le fait de se resservir en aliments protéiques si on n'a toujours pas atteint son seuil de satiété, lequel, nous le rappelons, donc l'aliment protéique s'accompagne généralement de lipides par nature, surtout lorsqu'il s'agit d'un aliment d'origine végétale, ou à la limite de glucides lorsqu'il s'agit d'une protéine végétale. Donc l'aliment protéique s'accompagne généralement de lipides par nature lorsqu'il s'agit d'un aliment d'origine animale et d'un peu de glucides lorsqu'il s'agit d'un aliment d'origine végétale. Et donc il vaudra mieux se resservir en aliments protéiques si on n'a toujours pas atteint sa satiété, plutôt qu'en aliments complémentaires de type féculents, desserts ou pain. Ce que ne font pas la plupart des gens qui ont plutôt le réflexe de reprendre une part de féculents très souvent. Ainsi, le problème le plus souvent rencontré n'est pas tant un excès d'apport en protéines, mais plutôt dans la plupart des cas une légère insuffisance et dans le pire des cas une carence en protéines. Une déficience carabinée en protéines peut être nocive pour l'organisme, mais au-delà des cas extrêmes,
c'est aussi et surtout l'insuffisance latente et chronique que nous allons traiter ici. Cette légère insuffisance qui entraîne de façon sournoise des problèmes moins évidents et moins visibles que ceux qui sont induits par une déficience très marquée. En d'autres termes, à l'inverse d'une déficience évidente qui va entraîner des symptômes visibles, puisque les protéines sont essentielles pour la santé, la légère insuffisance ne va pas forcément nous envoyer des signaux visibles. Et pourtant, une sous-consommation chronique de protéines peut suffire à nous empêcher d'atteindre certains objectifs, ou pire, à nous pousser à consommer davantage d'aliments secondaires, au détriment parfois de ce qui est recherché dans ce guide, à savoir un objectif de longévité, en bonne santé physique et cérébrale, sans parler de l'apparence physique qui est nettement améliorée avec une alimentation riche en protéines et en bonne graisse, avec ce qu'il faut de glucides. Nous ne disons pas qu'il est contre-productif de se resservir en féculents, mais simplement qu'avoir la main lourde sur ce type d'aliments risque d'empêcher à certaines et à certains de parvenir à leurs objectifs. Toutefois, certaines personnes qui ont du mal à prendre du poids et qui ne souhaitent pas particulièrement être en cétose nutritionnelle n'auront pas forcément à se soucier de la prise de féculents s'ils aiment cela. Il ne s'agit donc pas de se priver, et encore moins si ça n'est pas nécessaire. Pour revenir aux protéines, quel que soit le cas de figure, elles restent essentielles, aussi bien pour le maintien d'une bonne santé que pour le maintien ou la croissance des muscles, indispensables à une bonne santé générale par ailleurs. Nous allons donc apprendre dans ce podcast quels sont les signes et les risques d'une consommation insuffisante de protéines, mais aussi les cas pratiques qui pourraient entraîner une faible absorption de protéines et donc une sous-consommation finalement malgré nous. On va découvrir les pièges dans lesquels on pourrait tomber sans le savoir en termes d'apport en protéines, et on verra qu'il nous arrive de nous louper beaucoup plus souvent qu'on ne le pense sur l'apport en protéines, et que les mauvais ajustements mènent très souvent à des objectifs revus à la baisse, à une santé moins optimale et à des contrariétés sur le plan esthétique, que l'on va parfois chercher à résoudre par d'autres moyens, souvent vains. Ainsi, nous pourrons non seulement réajuster nos apports, mais nous saurons aussi sur quel levier de santé on pourrait agir afin d'améliorer l'absorption des protéines et donc améliorer notre santé générale. En effet, on va voir un peu plus tard des cas particuliers dans lesquels on aurait une mauvaise assimilation des protéines ou une sous-consommation. Et ce sont des cas qui touchent beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Il faut savoir deux choses très importantes. Une même quantité de protéines n'aura pas les mêmes degrés d'absorption en fonction des individus, et les différentes sources de protéines n'ont pas les mêmes taux d'assimilation et de transformation en tissu organique. Donc il y a d'un côté un degré d'absorption différent en fonction des gens, et de l'autre, une différence en termes aussi bien d'absorption, d'assimilation, que de transformation en tissu organique en fonction des différentes sources de protéines. Donc, partant de ce double constat, il va être judicieux d'adapter en fonction des résultats et sa quantité consommée de protéines et ses sources de protéines, en pensant à réajuster à nouveau plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années plus tard les apports en fonction des nouveaux résultats obtenus, des objectifs déjà atteints et des nouveaux objectifs qu'on va se fixer. Cette partie sera d'ailleurs traitée à la fin de ce podcast, dans la partie qui sera réservée aux membres Blueness, et on expliquera pourquoi et comment il faut parfois réajuster en fonction des résultats obtenus ou de ses ressentis au niveau de la vitalité, de la digestion ou des variations de poids, les apports en protéines. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que l'objectif qui consiste à avoir une alimentation optimale permettant de viser un poids sain, une santé, une longévité améliorée, c'est un objectif finalement interminable, qui en lui-même constitue à la fois le chemin et la fin. C'est donc de façon complète et holistique qu'une personne peut essayer de tendre vers l'objectif qu'elle s'est fixé, et pas en appliquant un programme déterminé, fini et gravé dans le marbre, puisque chaque action bénéfique vient améliorer l'ensemble. Et une fois que l'ensemble s'est amélioré, on est en mesure de redéfinir de nouveaux moyens pour de nouveaux objectifs, surtout lorsqu'on avance en âge. Et en plus, les connaissances sur la santé et la nutrition évoluent au fil du temps. Tout cela peut paraître abstrait de prime abord, mais si on revient au sujet qui nous anime ici, à savoir l'apport en protéines, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'apport fini et déterminé de protéines qui viendrait comme par magie résoudre tous les problèmes de santé, mais plutôt qu'il faudra réajuster son apport en fonction des résultats obtenus
et de l'objectif que l'on va redéfinir, que ce soit un objectif de poids ou de santé par exemple, en fonction de l'âge également, en fonction de la pratique ou pas d'un sport. Et une fois un palier atteint à nouveau, on va à nouveau réajuster ses apports. Nous allons donc voir que d'une personne à une autre, en fonction de l'existence ou non de certains problèmes de santé ou des sources de protéines choisies, l'absorption des protéines consommées et leur transformation en tissu ne seront pas les mêmes. Donc forcément, une fois les marqueurs de santé améliorés, l'absorption des protéines pourrait être améliorée, ce qui fait que la consommation de protéines pourra à nouveau être adaptée. Et ce qui est magique, c'est que dans le cas où on aurait sous-consommé des protéines, le fait d'augmenter l'apport peut résoudre certains problèmes qui empêchaient justement l'absorption optimale du peu de protéines que l'on prenait. Il y a donc un cercle vertueux et du coup un travail holistique à mener. Concrètement, lorsqu'on souhaite s'essayer à une augmentation de la consommation de protéines, il faudra impérativement le faire progressivement et pas d'un seul coup, comme on a pu le voir dans le podcast précédent. Et en fonction de l'amélioration de ces marqueurs de santé et de la digestibilité aussi des protéines, on pourra constater parfois, dans le meilleur des cas, une meilleure absorption des protéines consommées et on sera éventuellement invité tout naturellement à rediminuer très sensiblement sa consommation de protéines si on arrive à bien les absorber justement, quitte à réaugmenter l'apport plus tard en vieillissant ou si la pratique d'un sport le requiert. Et par ailleurs aussi si les sensations le requièrent, parce qu'il faut aussi savoir s'écouter. Et il y a également, je rappellerai également, il y a l'influence des saisons aussi. En d'autres termes, rien n'est immuable, rien n'est figé dans le marbre, et l'ajustement peut se faire à plusieurs reprises. Donc maintenant qu'on a longuement introduit le sujet, voici précisément ce qu'on va apprendre dans ce nouveau podcast. Alors dans la partie gratuite, accessible à tous et que vous écoutez actuellement, on va voir en quoi consiste une sous-consommation de protéines. On verra ensuite quels sont les signes d'une sous-consommation de protéines en fonction de nos vrais besoins, quels sont les risques encourus de consommer trop peu de protéines, et quelles sont les protéines les plus facilement convertibles en tissu, et quelles sont les protéines les plus assimilables, car ce n'est pas la même chose. Et tout ça, on le verra dans la partie gratuite. Et dans la partie réservée aux membres Blueness, que vous pouvez retrouver sur le guide Blueness directement, donc sur blueness.com, on verra les 8 cas concrets qui pourraient nous amener à avoir un apport insuffisant de protéines, et cela concerne absolument tout le monde. On verra comment rehausser intelligemment son apport en protéines à l'aune justement de cet apport insuffisant constaté. Et on verra comment on ajuste ça au fil du temps et quid des autres macronutriments lorsqu'on élève son apport en protéines. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Qu'est-ce qu'une sous-consommation de protéines ? Donc en dessous de quel niveau on peut considérer qu'on s'expose à une sous-consommation de protéines, voire même à une carence ? Si on reprend les recommandations officielles, on se souvient qu'elles situent les besoins en protéines dans une fourchette qui peut aller de 0,83 grammes au minimum, donc par kilo de poids de corps et par jour, à 2 voire 2,5 grammes par kilo de poids de corps et par jour pour les plus sportifs. Si on prend la fourchette basse de 0,83 grammes par kilo de poids de corps et par jour, ça donnerait environ 62 grammes par jour pour une personne de environ 75 kg. On peut donc considérer qu'en dessous de ce seuil, si ce n'est autour de ce seuil, car on avait vu que c'était vraiment un seuil minimal, on s'expose déjà à une sous-consommation de protéines. Et une sous-consommation pernicieuse si on est à peine autour de ce seuil. Pernicieuse dans le sens où on ne serait pas forcément nettement carencé, il n'y aurait pas de signes cliniques vraiment visibles, mais on n'aurait pas les bénéfices qu'on pourrait tirer d'une consommation optimale et suffisante de protéines. Ensuite, si on commence à flirter avec des niveaux encore plus bas, typiquement moins de 50 grammes de protéines par jour, pour qui que ce soit, le risque d'être carencé est là clairement important, avec tout ce que ça peut entraîner pour la santé. On peut donc considérer qu'en restant au-dessus de 0,83 grammes par kilo de poids de corps et par jour, on s'assure au moins d'apporter le minimum syndical. En dessous, on peut s'exposer à des problèmes de santé. D'ailleurs, on se souvient dans la formation sur les besoins en protéines que le seuil de 0,83 grammes par kilo de poids de corps et par jour, il avait été fixé comme un seuil minimum de survie aux États-Unis, et c'était il y a très longtemps, dans les années 60. Et c'était en vue d'équilibrer le bilan azoté, un point qu'on avait expliqué. C'était donc pas
forcément une recommandation optimale. En tout cas, ça n'est pas forcément une recommandation optimale aujourd'hui, mais disons que c'est au moins un prérequis. Donc quels sont les signes maintenant d'une carence en protéines? Alors, on a une liste non exhaustive, hein, évidemment, de symptômes qui pourraient laisser présager d'une carence en protéines. Évidemment, après, c'est à voir avec un médecin. Mais cette liste peut aider au moins, au départ, à nous mettre sur la voie lorsqu'on essaye de comprendre la raison de ces manifestations cliniques. Alors, ces symptômes recouvrent aussi bien les apports parfois un peu trop légers que les véritables carences, évidemment, qui sont graves, hein, pour la santé. Et donc parmi les signes d'une carence en protéines, on retrouve les symptômes assez connus, hein, qui sont les suivants. Donc on est souvent malade, on est longtemps malade, on a une atrophie musculaire et une sarcopénie, surtout si on ne fait pas de sport, des douleurs articulaires et ligamentaires très souvent, une ostéoporose, surtout quand on avance en âge, des troubles neurologiques et de l'humeur, des troubles hormonaux liés à l'insuline, au cholestérol et à l'hormone de croissance, des problèmes de digestion, des troubles enzymatiques, des problèmes de sommeil, pas de développement musculaire malgré des exercices de musculation. C'est d'ailleurs on va dire, l'un des écueils, hein, les plus répandus en salle de sport. Une mauvaise récupération après des efforts sportifs. Donc là encore, l'un des écueils les plus répandus, que ce soit pour les sports de résistance ou les sports de cardio, hein. On a également des fringales et des envies compulsives de grignotage, puisqu'on n'apporte pas les aliments essentiels à l'organisme, qui derrière va nous pousser à nous rattraper d'une autre façon, hein, finalement. Et une perte de qualité de tissu, donc cheveux, ongles, peau, une apparence physique moins rayonnante, pardon. Et donc ça c'est l'un des symptômes les plus répandus et les plus insoupçonnés aussi. Alors côté carence grave, hein, il y a des carences très graves en protéines qui sont plutôt rares, hein, dans les pays développés, et même d'ailleurs maintenant en voie de développement. Ça touche principalement les jeunes enfants dans les pays les plus pauvres. Donc ça se traduit par un retard ou un arrêt de croissance, un amaigrissement, une diminution de la masse musculaire, le gonflement du ventre, ou encore des troubles digestifs et mentaux. Comme on l'a dit dans l'introduction de ce podcast, il existe d'autres formes de carences beaucoup moins graves, beaucoup plus communes, et qui sont par conséquent beaucoup plus insidieuses. Donc ça veut dire que les analyses, elles ne vont pas révéler ces insuffisances en protéines parce qu'il s'agit de légères carences. Elles vont passer sous les radars et donc elles ne vont pas entraîner de signes cliniques assez forts pour qu'on s'en inquiète finalement. Sauf qu'en pratique, ces légères carences, elles vont être hyper contre-productives dans un objectif de santé, de perte de poids ou de vitalité. Ça va nous empêcher d'atteindre d'éventuels objectifs qu'on s'est fixés, les objectifs assez communs que la plupart des gens se fixent, hein, comme la recherche de vitalité, la perte de poids, la satiété aussi, la bonne humeur ou tout simplement une bonne qualité des tissus comme la peau, les cheveux ou les ongles. Typiquement, une légère carence en protéines va se traduire par un mauvais sommeil de temps en temps, une altération de la qualité de la peau, des infections hivernales à répétition que l'on va mettre à raison d'ailleurs, hein, sur le coup du stress chronique, d'un style de vie pas forcément hyper sain, d'une alimentation inflammatoire parfois, mais sans jamais ou très rarement faire le rapprochement avec un apport trop faible en protéines, et en protéines notamment de qualité. Or, le style de vie moderne, a fortiori dans les grandes villes, il se caractérise très souvent par une consommation importante de végétaux, pourquoi pas, et de glucides de manière générale. Une tendance renforcée par les enjeux écologiques, les crises économiques et les problématiques liées au bien-être animal. Sans parler du problème déjà évoqué des apports caloriques de plus en plus bas qui sont calqués sur un mode de vie sédentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va manger de moins en moins parce qu'on est sédentaire, ce qui est logique, sauf qu'on n'apportera pas la densité nutritionnelle suffisante pour un individu adulte, qui devrait normalement avoir un mode de vie moins sédentaire, ce qui lui permettrait donc d'ingérer plus de calories et ce qui lui donnerait une meilleure santé. Alors quels sont maintenant les risques d'une carence en protéines, maintenant qu'on a vu les signes? Alors le mode alimentaire moderne actuel, hein, dans les grandes villes notamment, dans les grandes villes où disons que le pouvoir d'achat est relativement élevé par rapport à des régions un peu plus pauvres. Alors le mode alimentaire moderne typique de ces grandes villes, il est plutôt à tendance hypocalorique, on l'a vu, hyperglucidique et hypoprotéique. Et c'est une sorte peut-être, hein, de réaction à la consommation de masse qui a marqué les années 70 à 2010 environ. Et le problème,
c'est que ce mode alimentaire qui est l'exact opposé de la consommation de masse, il est paradoxalement susceptible d'entraîner quelques désordres sur le plan de la santé. Alors c'est vrai qu'il a le mérite de ne pas apporter trop de calories de très mauvaise qualité, mais il peut entraîner des problèmes qui sont voilà, qui ne sont pas du tout médiatisés. Et on pourrait citer, et donc ce n'est pas une liste exhaustive, on pourrait citer notamment un ralentissement du métabolisme qui est lié à un apport calorique et protéique insuffisant, c'est ce qu'on a vu, le fait de consommer très peu de choses parce que derrière on a un mode de vie très sédentaire, le pire étant de consommer, de ne pas consommer suffisamment d'aliments tout en ayant des pratiques sportives intenses. Et c'est d'ailleurs un cas qu'on retrouve souvent là aussi dans les grandes villes, chez les personnes qui souhaitent absolument perdre du poids et qui, dans cette recherche effrénée de perte de poids, ralentissent sans le vouloir leur métabolisme, ce qui fait qu'elles bloquent, sans le savoir, leur perte de poids. Donc on a ensuite, on vient de le dire du coup, une difficulté à perdre du poids, qui est la conséquence directe du premier point, qui est le ralentissement du métabolisme et l'excès aussi de stress. Il y a une difficulté aussi à augmenter sa masse musculaire à cause de l'apport trop faible en protéines. Ça, c'est typique des salles de musculation, enfin, typique des débutants en salle de musculation. Débutants d'ailleurs qui soit n'apportent jamais suffisamment de calories, soit à cause d'un problème de revenus, soit parce qu'ils consomment des calories qui ne sont pas très assimilables, notamment les protéines en poudre de mauvaise qualité. Soit parce qu'ils consomment d'un seul coup énormément de protéines, ce qui ne va, en fait, le fossé va être tellement grand par rapport à leurs besoins que leur corps va rejeter, va mal assimiler ces protéines. Ils vont avoir des manifestations assez négatives au niveau de la digestion, et du coup, ils vont pas pouvoir digérer leurs protéines et ils vont pas pouvoir s'épanouir dans leur performance sportive. On a également une baisse d'énergie et de vitalité, une mauvaise concentration, des difficultés d'apprentissage, des problèmes d'humeur. On a des douleurs aux muscles, aux os et aux articulations, comme on l'avait dit dans les signes qui caractérisent une carence en protéines, et notamment en collagène. On a des problèmes de glycémie et d'insuline, et une baisse de l'immunité, donc des infections à répétition, notamment en hiver. Et tout ça, ça se fait de façon très sournoise, parfois très progressive, et pas forcément en même temps. Ce qui a le désavantage de ne pas nous alerter à temps, ni nous mettre sur la piste du coup de l'apport en protéines. Pour rappel, les protéines, on l'avait vu dans le podcast qui leur était consacré, les protéines, elles assurent une multitude de fonctions qui sont indispensables à la vie. Donc il y a certaines protéines qui vont catalyser des réactions chimiques de synthèse et de dégradation qui sont nécessaires au métabolisme des cellules, ce sont notamment les enzymes, d'autres qui vont assurer un rôle structurel au sein des cellules ou des tissus, et certaines permettent la mobilité et la contraction musculaire, le métabolisme énergétique ou encore le conditionnement de l'ADN. Et tout ça, on le verra davantage dans la grande partie, là on s'intéresse surtout aux protéines, on est surtout dans la grande partie dédiée aux protéines, mais tous ces mécanismes qui fonctionnent grâce aux protéines, on le verra notamment dans la grande partie dédiée aux mitochondries. Et vous le verrez, ça va être une partie absolument centrale. Donc, bref, autant de raisons qui font qu'il est important d'assurer au moins un minimum d'apport en protéines. Au moins un minimum, parce que sans ça, toutes ces fonctions vont être dégradées. Donc, l'apport en protéines, il est absolument central, c'est indispensable d'en apporter suffisamment. Et pourtant, on peut être confronté malgré nous à un apport insuffisant en protéines. Et du coup, dans quel cas on peut être confronté à un apport suffisant en protéines et pourquoi ? Là, ce qui va suivre, ça constitue des notions qui sont hyper importantes pour cette partie, parce que ça va nous permettre d'éviter les pièges dans lesquels tombent énormément de gens qui se retrouvent de plus en plus carencés, malgré eux, en protéines. Et on va voir que ce phénomène assez sournois, il s'accentue, il s'auto-entretient à mesure que l'âge avance et que la santé se détériore. Alors, il faut savoir deux choses. C'est que la première chose, c'est que le taux de conversion des protéines est différent. Enfin, disons que l'absorption est plus ou moins bonne en fonction de tel ou tel aliment riche en protéines qu'on va consommer.
Donc chaque aliment a un taux de conversion différent en tissu organique. On ne parle pas de taux d'assimilation, de taux de digestibilité, on parle bien de taux de conversion en tissu organique. C'est-à-dire une fois qu'ils ont été métabolisés, certains aliments vont avoir des taux de conversion assez bas et d'autres assez élevés en tissu organique. En d'autres termes, tous les aliments protéiques ne se valent pas. Certains sont plus ou moins bien convertis en tissu, donc les muscles, la peau, les cheveux, etc. Et en matériel disponible pour l'organisme, donc du matériel par exemple pour les organes, etc. Tandis qu'une proportion non négligeable va être utilisée à des fins énergétiques, par exemple pour les besoins en hémoglobine, ou tout simplement mise au rebut via les urines par exemple. Et il est très important de connaître les aliments qui sont les plus profitables pour les tissus, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, la peau, les cheveux, les ongles, les muscles, les organes, afin d'optimiser son apport en protéines. Et ça constitue d'ailleurs l'un des cas possibles, on va le voir, d'apport insuffisant en protéines qu'on va aborder après. Et dans les aliments les plus profitables, je vous le donne en mille, on retrouvera évidemment les œufs avec le jaune, dont on estime la conversion en tissu musculaire entre autres par exemple, à environ 48%, tandis que le reste est susceptible d'être perdu, je dis bien susceptible. On retrouvera également la viande et les poissons, dont la conversion s'élèverait à environ 32%. Donc une fois assimilé, c'est pas que l'assimilation est à 32%, c'est qu'une fois assimilé, le taux de conversion moyen est d'environ 32%, le taux de conversion en tissu organique. Et dans les aliments moins profitables, on retrouve le soja, la protéine whey, dont la conversion en tissu serait d'environ 17%, et beaucoup plus loin, la spiruline, dont la conversion serait de seulement 6%. A noter que la whey protéine, qui est dépourvue de graisse, a donc un index insulinique assez élevé par rapport à un apport normal de protéines sous forme d'aliments bruts comme la viande ou le poisson qui nécessite d'être digéré, qui vient avec d'autres nutriments. Et alors ça peut avoir un avantage pour certains bodybuilders qui souhaitent justement jouer avec leur insuline, et d'ailleurs ils prennent en plus parfois des glucides ou des fruits pour justement augmenter l'index insulinique et améliorer, disons, le transport de la protéine dans les tissus. Donc en jouant avec leur insuline, vu que c'est une hormone anabolisante, ils vont justement pouvoir anaboliser, donc augmenter la taille de leurs muscles. Mais pour un sédentaire ou pour un sportif occasionnel, il faut savoir que la protéine en poudre a un index insulinique assez élevé. Donc ce sera non seulement moins bien qu'un aliment brut, mais en plus, son taux de conversion est bien inférieur à un vrai aliment brut comme les œufs ou la viande ou le poisson. Et on voit aussi là, du coup, toute l'importance pour celles et ceux qui souhaitent optimiser leur rapport en protéines et qui ont des soucis d'assimilation. On verra les 8 cas concrets après, les 8 cas concrets de mauvaise assimilation des protéines. Pour ceux qui souhaiteraient rectifier leur problème d'assimilation de protéines et leur absorption, disons, en protéines, on voit bien là tout l'intérêt de consommer du coup des protéines animales, au moins en quantité minimum, pour celles et ceux qui souhaitent s'en passer au jour le jour. Il est quand même bon d'en remettre dans son alimentation au moins un minimum. Ensuite, on a le taux d'assimilation des protéines dans l'organisme. Donc ça, à la différence du taux de conversion en tissu, c'est juste le taux du coup d'assimilation. Une fois qu'on a consommé les protéines, quel est leur taux, quel va être leur pourcentage d'assimilation dans l'organisme. Alors, ça va varier non seulement en fonction des aliments, mais aussi en fonction des individus. C'est pour ça qu'on va voir dans la deuxième partie les cas concrets de mauvaise, de carence en protéines qui seraient causés par une mauvaise assimilation. On va voir qu'il y a différents cas qui peuvent entraîner une mauvaise assimilation. Donc, on en avait parlé dans le podcast sur la complémentarité des protéines. La digestibilité des protéines animales est proche de 100%, lorsque celle des protéines végétales, elle varie entre 40 et 80%. C'est la raison pour laquelle un minimum d'apport protéique d'origine animale serait plutôt bénéfique, c'est ce qu'on a dit juste avant, en le complétant si besoin par un apport en protéines végétales, quitte à réduire du coup la part animale en fonction du style de vie, du portefeuille ou en fonction des causes défendues, et en choisissant à minima, si on veut éviter la viande,
en choisissant un minima, un peu de poisson, des œufs, un peu de fromage si on ne souhaite pas donc consommer de viande en quantité. Et en faisant un peu ce mix, on apporte ce qu'il faut de protéines digestibles et profitables. Et on complémentera avec toutes les protéines végétales dont on a déjà vanté les mérites dans le podcast qui leur était dédié, dans la partie sur les légumineuses, notamment en diète méditerranéenne, donc fèves, pois chiches, lentilles, etc. Maintenant que nous avons appris que les protéines ne s'assimilaient pas de la même façon et ne se convertissaient pas de la même façon en tissu organique, on va voir ensemble les 8 cas concrets qui pourraient nous amener à être déficients en protéines. On a listé sur Blueness les 8 cas les plus concrets et les plus probables qui pourraient nous amener, et qui pourraient amener la plupart des gens, à une consommation insuffisante ou à une assimilation insuffisante de protéines. Même en augmentant les apports, on peut parfois être concerné par un ou plusieurs de ces 8 exemples, ce qui nous amène, sans le vouloir, à une déficience plus ou moins légère en protéines, avec les soucis que ça peut entraîner, ou au moins les tracas liés à la difficulté d'atteindre certains objectifs, par exemple la perte de poids, la prise de muscle, ou une meilleure santé générale. Pour découvrir ces 8 cas bien identifiés et pouvoir ainsi agir en conséquence, je vous donne rendez-vous directement dans le guide Blueness sur blueness.com, où vous allez retrouver la deuxième partie de cette formation qui est exclusivement réservée aux membres Blueness. On verra également à la fin de la formation la façon la plus adéquate d'ajuster son apport en protéines en fonction des problèmes évoqués de carence en protéines. Je vous dis à très bientôt dans le guide Blueness.